Bonjour Internet, un petit disclaimer avant l'interview que vous allez visionner puisque celle-ci a été tournée il y a quelques mois, juste avant le confinement à la Scala de Paris. Vu que l'activité théâtrale a été stoppée net, il m'a semblé peu pertinent de la publier à ce moment-là. Je profite donc d'une nouvelle actualité pour mettre en lumière le travail d'Alexis Michalik avec la quadruple nomination de sa nouvelle pièce Une histoire d'amour au Molière 2020, dont la cérémonie va se tenir incessamment sous peu. L'occasion donc de revenir ensemble sur son parcours et sur sa vision artistique, justement largement récompensée par Lady Molière. On va parler ensemble de son écriture en tant qu'auteur et metteur en scène. On fera également en fin de vidéo une petite mise à jour de son actualité. Allez, kiffez bien, on est parti. Bonjour Internet et bienvenue dans ce 8e épisode des entrevues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur son propre canapé, du coup, Alexis Michalik. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour démarrer, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais en ce moment? Bien sûr, je m'appelle Alexis Michalik. Principalement, je fais des spectacles, mais j'écris aussi et je fais aussi des films parfois. En tout cas, j'en ai fait un. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir plusieurs spectacles qui se jouent à Paris et en tournée. Donc tu manies la littérature, le cinéma, le théâtre pour raconter des histoires et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'écriture, de ton écriture et du rapport qu'elle entretient avec le public. Donc comment ton écriture parvient au public et peut-être même inversement comment le public parvient à ton écriture. D'accord. Du coup, ma première question va être un petit peu bâtarde et peut-être compliquée. Pourquoi tu fais du théâtre ? Moi, j'ai commencé en tant que comédien très tôt, à 18 ans. J'ai eu la chance d'être embauché par Irina Brouk pour faire un Roméo et Juliette, et dans lequel je jouais Roméo et qui a joué à Chaillot, qui a joué en tournée en Suisse, etc. Et j'ai beaucoup appris sur cette création parce que Irina Brouk, en tant que metteuse en scène, elle avait une vision de la troupe et qui n'était pas des plus classiques. Son principe, c'était vraiment de créer un groupe avant tout. Et j'ai appris qu'en fait, on pouvait faire de la mise en scène d'une autre manière que simplement dire le texte. Et donc, j'ai commencé d'abord par découvrir la mise en scène, donc le fait de prendre un texte et de s'en emparer et de lui faire dire autre chose. Et les premières pièces que j'ai créées, c'était des classiques revisités. C'était Le mariage de Figaro de Beaumarchais, La mégère apprivoisée de Shakespeare, Roméo et Juliette de Shakespeare d'ailleurs. Et à chaque fois, je réécrivais, j'adaptais un petit peu pour le moderniser ou pour y amener des chansons, pour y amener des gags. Et puis un jour, un petit peu par accident, j'écrivais déjà, mais je me suis retrouvé à créer un premier spectacle de toute pièce qui était Le Porteur d'Histoire. Et on l'a créé en 2011 et ça s'est fait un peu avec une écriture au plateau, à moitié entre une écriture au plateau et une écriture à la table. Donc l'écriture à la table, c'est quand on écrit tout seul chez soi, et l'écriture au plateau, c'est quand on écrit au plateau avec les comédiens. Donc qu'on est en train de créer les dialogues en direct au plateau. Donc c'est une sorte d'improvisation dirigée. C'est pas eux qui inventent l'histoire, mais moi je vais leur dire voilà ce qui va se passer dans la scène, très précisément. Et ensuite ils vont commencer à improviser dessus. Et puis là je vais leur dire non attends, c'est pas le bon dialogue, recommence, dis autre chose. Et moi je vais les nourrir et eux ils vont me proposer aussi des dialogues. Et puis on va arriver à construire quelque chose. Et après je vais rentrer chez moi et je vais réécrire cette scène pour que ce soit figé et calé, quoi. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a créé Le Porteur d'Histoire et ce porteur a eu une vie un peu folle puisqu'il joue toujours aujourd'hui, depuis 2011, il n'a pas arrêté. Et de fil en aiguille, ça m'a encouragé à créer un deuxième spectacle, un troisième, un quatrième, etc. Et à chaque fois, je l'ai fait de manière différente, soit tout seul avec mon petit ordinateur pendant un an ou deux où je vais écrire, réécrire et arriver avec une version qui me satisfasse, soit avec les acteurs au plateau, comme c'était le cas pour Intramuros par exemple, qu'on a vraiment créé au plateau. Une histoire d'amour, pour le coup, je l'ai écrit à la table cet été, de manière assez vite d'ailleurs, et donc les comédiens, ils apprennent leur texte un peu plus classique et puis on crée la mise en scène. D'accord. Voilà. Au moment de la conception de l'écriture, du coup, au plateau ou à la table, est-ce qu'il y a un moment précis où tu commences à penser à la réception par le public ? Oui, tout le temps. En fait, quand on écrit pour le théâtre, on écrit pour un public parce qu'en fait, forcément, c'est indissociable. On ne peut pas jouer un spectacle s'il n'y a pas de public. On peut écrire un roman que personne ne lit. Le roman écrit, quoi qu'il arrive, il existe. Mais un spectacle, on peut pas le jouer s'il n'y a personne dans la salle. Donc, quand on écrit, effectivement, je réfléchis à comment surprendre ce public, à
à comment le faire rire, à comment l'émouvoir. C'est le but de cette histoire et à comment garder son attention pendant 1h30 en racontant cette histoire. D'accord. Et justement, quels moyens est-ce que tu déploies pour garder son attention? Ouais. Eh ben, pour garder son attention, il va falloir le surprendre au fur et à mesure. Donc il va falloir ne pas faire une histoire qui, quand elle démarre, donne tout de suite les clés de comment elle va se terminer. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est que quand un spectacle démarre, le public plonge parce que l'histoire l'intéresse, mais qu'il ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 15 minutes, ce qui va se passer dans une demi-heure, ce qui va se passer dans 1 heure. Il va forcément être surpris par ça. Que l'histoire soit linéaire, comme avec une histoire d'amour, où on va traverser quand même 15 ans de vie, ou qu'elle soit beaucoup plus complexe que ça, comme dans Le Porteur d'Histoire, ou Le Cercle, ou Intramuros, où il y a des allers-retours temporels, spatio-temporels même. En tout cas, le but, c'est vraiment de continuellement surprendre un public pour garder et capter son attention pendant 1h30. Ok. Et au niveau de ta mise en scène, du coup, on parle souvent du rythme de ta mise en scène. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Le rythme de la mise en scène, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère des séries, à l'ère de Netflix et d'Amazon et de la télé et des pubs et tout ça, en fait, on est habitué à voir des choses qui vont très vite et qui ont un montage très serré. Et donc, quand je suis au théâtre, moi, je ne comprends pas quand quelqu'un se dit bah non, c'est du théâtre, donc on n'est pas obligé d'aller vite, on peut prendre notre temps, mais du coup l'ennui arrive en fait. Et moi j'ai la sensation que pour convaincre un public qui n'est pas forcément un public acquis de théâtreux de l'importance du théâtre et de la vivacité du théâtre, il faut au contraire lui montrer des œuvres avec un rythme qu'il connaît, donc avec un rythme soutenu. Donc le rythme est une constante pour moi, entre 2 scènes, il faut que ça s'enchaîne, il faut que ça soit fluide, il faut que ça s'arrête jamais, quoi. Parce que sinon l'ennui arrive et à ce moment-là, c'est un des vieux clichés qu'on associe au théâtre qui émerge et j'aime bien essayer de le combattre. Et en fait, dans la mise en scène, il y a souvent plusieurs éléments qui arrivent et qui permettent d'enchaîner plusieurs décors. Et cet enchaînement, il permet quoi? Il permet de ne pas me brider dans l'écriture. C'est-à-dire de ne pas me dire j'écris pour le théâtre, donc je vais écrire un acte dans un salon et puis un deuxième acte dans un couloir. Non, je vais me dire je peux avoir les décors que je veux, je ne me pose pas la question de la mise en scène, je me pose juste la question de la narration. Ok, cette scène elle se passe dans le désert, la scène d'après elle se passe dans une forêt pluvieuse, la scène d'après elle se passe à l'hôpital. Peu importe en fait, je trouverai des solutions. Et ensuite, comme il y a cette écriture un peu cinématographique avec des scènes assez courtes, il faut justement permettre aux spectateurs de tout comprendre. Et pour tout comprendre, il faut rendre les choses le plus clair possible, le plus limpide possible. Et parfois, il suffit de 2 éléments, mais qui suffisent à tout de suite faire comprendre où est-ce qu'on est, quel temps il fait, est-ce qu'il fait chaud, et c'est un mélange entre la bande son qu'on va entendre, la chanson, une petite inscription vidéo ou pas, les éléments de décor qui arrivent, et tout ça, ça doit être enchaîné de manière extrêmement fluide, comme si ça faisait partie intégrante de la mise en scène. D'accord. En parlant de ce public dont tu parlais qui est non acquis dans le théâtre, à l'heure actuelle, par ton écriture qui s'ouvre justement à ce grand public, tu es vu dans le milieu comme un artiste qui démocratise le théâtre. Est-ce que c'est une place à laquelle vraiment tu t'identifies? Ça fait partie de ton théâtre de toucher un maximum de personnes? Oui, je pense que je fais fondamentalement du théâtre populaire, c'est-à-dire un théâtre dans lequel peuvent se retrouver des gens qui n'ont jamais été au théâtre et qui se retrouvent pour la première fois dans une salle de théâtre, comme c'est souvent le cas, des élèves, des étudiants, des lycéens et d'autres, et qui vont prendre autant de plaisir que leur voisin qui sera un théâtreux confirmé et qui vient justement voir mes pièces parce que c'est léger et en même temps c'est dynamique et en même temps on rit, en même temps il y a de l'émotion. Il n'y a pas une peur de l'effet. Il y a une vraie volonté de raconter des histoires. Et le théâtre en France n'est pas si souvent narratif. On a beaucoup de scénaristes qui écrivent pour le cinéma, la télévision. On a beaucoup d'auteurs qui écrivent des romans d'aventure, des romans très narratifs. Au théâtre, dans le subventionné, on va plutôt privilégier la mise en scène et la forme et la recherche, je schématise. Et dans le privé, on va essayer de faire un théâtre qui va attirer, enfin le système du privé, mis à part
les salles, les petites et moyennes salles. Le système du privé, c'est qu'il faut créer un spectacle en s'appuyant sur une vedette. Et pour avoir cette vedette, il faut la convaincre d'accepter une pièce. Et donc, il faut écrire une pièce avec un rôle adapté à cette vedette. Donc, on fait une pièce plutôt en privilégiant un rôle qu'en privilégiant une narration totale, quoi. Je schématise encore une fois. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que comme mes spectacles ont démarré vraiment dans le off à Avignon, j'avais pas du tout cette pression-là. Et mon écriture n'est pas du tout dédiée à faire émerger une vedette. C'est une écriture collective, c'est une écriture de troupe et c'est vraiment une écriture très narrative. Donc le public, je pense, se retrouve dans cette narration qu'on retrouve dans les séries télé beaucoup, avec un casting multiple, avec beaucoup de gens, et on ne sait pas trop qui va mourir, qui va prendre de l'importance, qui va... Voilà, dans mes pièces, c'est un peu comme ça. Ok. Sur ton prochain projet, donc tu retournes à une adaptation, tu vas adapter une comédie musicale existante, donc Les Producteurs de Mel Brooks. Pourquoi cette envie de retour à l'adaptation? Pourquoi la comédie musicale? Et si jamais tu as envie de nous en dire plus sur la manière dont tu vas l'adapter, Sens-toi libre. Bon, moi j'adore la comédie musicale depuis toujours, c'est une vraie passion. Depuis que je suis petit, j'adore la comédie musicale, West Side Story, Chantons sous la pluie, etc. etc. Et j'avais déjà monté La Mégère à peu près apprivoisée, qui était une adaptation comédie musicale de La Mégère, mais un peu on avait 25 ans, on ne savait pas vraiment chanter ni danser, donc c'était plus de la comédie qu'autre chose, c'était un peu brinque-ballant, quoi. C'était un peu burlesque. Mais je m'étais dit, j'aimerais bien retourner un jour à la comédie musicale. Or, il se trouve que celle-là, ça fait plusieurs années que j'ai envie de la monter, qu'elle n'a jamais été montée en France, parce que je pense qu'en France, pour qu'une comédie musicale s'adresse à un public plus large que celui du théâtre musical, il faut que ce soit une vraie comédie, il faut que ce soit vraiment drôle. Et Les Producteurs de Mel Brooks, c'est très très drôle. Et donc, ça fait longtemps que j'ai envie de l'adapter, et on a fini par avoir les droits, et ça y est, on va enfin pouvoir la créer. Donc voilà, c'est de l'humour burlesque, américain, c'est le show américain qui a eu le plus de Tony Awards, de tout l'historique des Tony Awards. Et ça a été un énorme succès il y a 20 ans là-bas. Ça a été créé partout dans le monde, sauf en France. Donc il était temps de réparer ce tort et de rendre à Mel Brooks on va dire l'attention qui lui est due. Et du coup, au niveau donc toi, tu vas t'occuper de réaliser une autre mise en scène, une mise en scène à toi. Est-ce que tu vas adapter aussi le texte un petit peu? Le texte, on va le garder, mais on va le traduire, évidemment, les chansons et le texte, mais ça passe très très bien en français. Et puis oui, j'ai la chance de pouvoir faire une nouvelle mise en scène, puisque il y a deux options quand on prend un spectacle à Broadway. Soit on refait une franchise, exactement avec la mise en scène de Broadway, soit on a la liberté artistique de créer une nouvelle mise en scène, et là, c'est ce qu'on a. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, mais c'est sûr qu'on va l'adapter à un public français, à des moyens français aussi, parce que c'est pas les mêmes. Quand on crée une comédie musicale à Broadway, c'est des budgets gigantesques, titanesques. Nous, on a un budget très correct pour une pièce française, mais c'est évidemment pas comparable avec les leurs. Et donc une troupe un peu réduite par rapport à la leur. Eux, ils étaient 22, nous on sera 16. Donc il faut trouver des solutions pour justement trouver des artistes polyvalents, et j'aimerais bien essayer de faire un vrai théâtre de troupe, comme en général je fais avec mes spectacles, et donc que tout le monde soit un peu tout le temps en train de travailler, en train de jouer sur scène et en train de déplacer les décors, évidemment, ce qui est un peu ma marque de fabrique, mais voilà, je suis en train de réfléchir et ça va être très chouette. Cool, merci beaucoup, à bientôt, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir assisté à cette interview jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je ne peux que vous encourager à attendre la rentrée pour, a priori, une reprise de ces spectacles. Le Porteur d'Histoire, Le Cercle des Illusionnistes, Intramuros, Edmond et Une Histoire d'amour à Paris et en tournée. Concernant les producteurs, il n'y a pas encore de nouvelles dates de première annoncées, mais quand ce sera le cas, je le noterai en description. En attendant, pour patienter jusqu'à la reprise, vous pouvez jeter un œil à son roman Loin, ainsi qu'à son long métrage Edmond, adapté de sa pièce, qui, j'imagine, doit être dispo en VOD. Quant à nous sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus et des commentaires et à aller vous promener sur les autres vidéos. J'en produirai sans doute cet été, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.